Imaginez un père tellement furieux contre le comportement de sa fille qu'il sort carrément une boîte à outils, marche à grands pas vers sa chambre et commence littéralement à dégonder la porte. Ah oui, la retirer de ses charnières, carrément. Voilà. Ça semble extrême, non? Mais c'est pourtant le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. Une image assez saisissante pour commencer, c'est clair. Carrément. Jusqu'ici, notre exploration s'est surtout concentrée sur la sphère individuelle. On a vu comment maîtriser nos déclencheurs internes, comment se protéger des interruptions au bureau, ce genre de choses. Et là, on fait une transition. Exactement. On opère une transition vers un espace beaucoup plus intime et complexe, en fait. Le foyer, l'environnement domestique. Et c'est un changement de perspective qui est absolument fondamental. L'objectif de cette session, c'est vraiment de comprendre comment cultiver une maison où l'attention et la présence à l'autre priment. Sans pour autant tomber dans la diabolisation de la technologie, j'imagine. C'est tout à fait ça. La mission est claire, on ne cherche pas de nouvelles astuces punitives pour confisquer des téléphones, on cherche plutôt comment parents et enfants peuvent collaborer. Parce que la sphère domestique, c'est souvent le théâtre des conflits d'attention les plus intenses, quoi. C'est l'endroit où on relâche tous notre garde. Ouais, c'est vrai. On est fatigué, on rentre à la maison. Et pour poser notre cadre analytique, il faut d'emblée acter une réalité qui est un peu inconfortable. Dans l'immense majorité des conflits familiaux, la technologie n'est qu'un bouc émissaire. Un bouc émissaire alors, c'est-à-dire? Elle masque des dynamiques relationnelles bien plus profondes. Pensez qu'arracher un écran des mains d'un adolescent va, miraculeusement résoudre un déficit de communication, c'est une pure illusion. Donc le but, c'est de réapprendre à négocier notre attention de manière collective. Exactement. Alors, analysons ça un instant à travers cette fameuse anecdote de la porte dégondée. C'est l'histoire de Laurie Getz. À l'époque, elle était adolescente, on est dans les années 90. Ah, la grande époque du téléphone fixe, hein. Voilà. Le summum de la distraction numérique à ce moment-là, c'était d'avoir son propre téléphone dans sa chambre. Dès qu'elle l'a eu, elle s'est enfermée à double tour tout le week-end, le fil tendu sous la porte. Pour discuter avec ses amis, j'imagine. Exactement. Et elle ignore royalement le reste de sa famille. Face à cet isolement, la réaction de son père est volcanique. Il débarque, il hurle et il démonte la porte. L'image est d'une violence symbolique folle. Mais ce qui est crucial là-dedans, ce sont les mots que le père utilise au milieu de sa colère. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Sam? Il lui crie, en substance, que c'est absolument pas la faute du téléphone si elle se comporte de manière égoïste. Il pose un diagnostic très clair. C'est-à-dire que le problème, c'est pas l'appareil en soi. Voilà, le vrai problème, c'est qu'elle a délibérément tourné la clé dans la serrure pour enfermer sa famille à l'extérieur de sa vie. Ah, c'est fort ça. Une analogie m'est venue en préparant cette exploration. Blâmer l'appareil dans ce type de crise, c'est littéralement comme hurler sur un thermomètre parce qu'il affiche qu'on a de la fièvre. C'est une excellente image, ouais. Le thermomètre n'est pas la maladie. Exactement. Il ne fait qu'indiquer qu'il y a une infection ailleurs. Le téléphone, la tablette ou la console, c'est souvent juste un instrument qui révèle une sorte de fièvre relationnelle préexistante. La métaphore est particulièrement opérante ici. Si on décortique l'attitude de ce père, sa méthode est évidemment désastreuse. L'agressivité, c'est jamais la solution, on est d'accord. Carrément pas. Mais son intuition de base, elle, touchait le cœur absolu du problème. Il a ressenti que l'objet technologique n'était pas l'ennemi. L'ennemi, c'était le comportement asocial. Le fait d'exclure son entourage. C'est ça. La leçon à tirer de cet événement extrême, c'est qu'il est impératif de recentrer chaque conflit sur la manière dont on se traite les uns les autres, plutôt que de faire le procès d'un circuit imprimé. En piège. Ah, le fameux paradoxe de l'écran utile qui devient toxique. C'est ça qui nous amène à une autre situation, vécue des années plus tard par cette même Laurie Getz, devenue mère à son tour. C'est l'épisode du voyage à Truckee. Oui, le long trajet en voiture. Pour rendre ces 2 heures de route supportables, les enfants demandent leurs écrans. La mère accepte. À ce stade, la technologie remplit un rôle super positif. Ça calme les enfants à l'arrière, les parents peuvent discuter sereinement à l'avant. Tout va bien. Voilà. Seulement, le lendemain matin, la situation dérape complètement. La mère rentre d'un footing, pleine d'énergie, et trouve ses filles affalées, hypnotisées par leur tablette. Toujours en pyjama, évidemment. Toujours en pyjama, et absolument pas prête pour la randonnée familiale. Pour n'importe quel parent face à cette apathie, l'instinct premier, c'est la colère. C'est clair. On a envie d'arracher l'appareil et de prononcer une confiscation immédiate. Comment est-ce qu'elle contourne ce réflexe punitif, du coup ? Elle réussit à bloquer cette réaction épidermique en réintégrant un concept fondamental qu'on a vu précédemment, l'attraction. L'attraction, oui.
Toute action qui nous rapproche de nos valeurs et de nos objectifs profonds. Exactement, par opposition à la distraction qui nous en éloigne. Au lieu d'exploser et de générer un ressentiment immédiat, elle s'arrête, elle réunit la famille et pose une question ouverte. Elle leur demande quel est le but principal de ces vacances. C'est ça. Et la réponse, évidemment, c'est de passer du bon temps ensemble. Donc en fait, elle force les enfants à verbaliser eux-mêmes cette fameuse attraction. Elle leur dicte pas ce qu'ils doivent ressentir. C'est le basculement psychologique majeur, oui. Une fois que cet objectif commun est verbalisé, le rôle de la tablette change radicalement dans l'esprit des enfants. L'écran devient l'obstacle concret à leur objectif commun. Voilà. La mère n'a plus besoin d'être le tyran qui interdit un jouet. C'est la famille tout entière qui fait équipe contre l'élément qui les empêche de profiter de leur journée. C'est fascinant. Et la règle qui émerge n'est plus une punition, c'est juste de la logique. Les écrans ne sortent que quand tout le monde est prêt à 100% pour l'activité. C'est une approche profondément contre-intuitive. Le parent devient un facilitateur, pas une figure d'autorité infaillible. Il y a une immense valeur à accepter de montrer une forme de vulnérabilité, non? Complètement. Admettre qu'on n'a pas un manuel parfait et chercher la solution avec l'enfant, ça l'implique activement. On transforme une lutte de pouvoir stérile en résolution de problèmes en équipe. Et ça, c'est le socle de l'autorégulation. Absolument. Une limite arbitraire imposée invite à la rébellion, une règle construite collectivement invite à la responsabilité individuelle. Cette notion de responsabilité, justement, elle nous propulse vers un concept encore plus audacieux, l'application des blocs de temps limités, mais aux enfants. Le fameux timeboxing. On a vu que c'était super efficace pour structurer la journée d'un adulte travail, mais le transposer à des enfants, ça semble être un sacré défi. C'est vrai que ça paraît fou au premier abord. Il y a cet exemple de la fille de l'auteur qui a une dizaine d'années. Elle s'impose d'elle-même, sans injonction parentale, d'éteindre son téléphone à 21h. C'est quand même rare à cet âge-là. Ben oui. Comment le parent a pu créer ce déclic pour qu'une enfant prenne une telle décision de son plein gré? Le processus est fascinant parce qu'il repose entièrement sur l'information et non sur la coercition. Le parent n'a jamais dit « je t'interdis les écrans car c'est mauvais pour toi ». Il a fait quoi alors? Il a abordé le sujet sous l'angle de la curiosité scientifique. Ils ont regardé ensemble des études simplifiées sur le cerveau, la mélatonine, le besoin biologique de sommeil. Ah, donc il a juste fourni les données en fait. Exactement. L'enfant, comprenant la mécanique de son propre corps et constatant sa fatigue les matins difficiles, a tiré sa propre conclusion. La décision d'éteindre est devenue sa décision. Aligné avec son propre désir d'être en forme, oui. L'information l'a emporté sur l'interdiction. C'est brillant. Mais bon, soyons réalistes une seconde. L'auteur pousse le concept très loin en suggérant de planifier du temps spécifique pour des jeux comme Fortnite. Oui, de mettre ça noir sur blanc dans l'agenda. Il faut que je me fasse l'avocat du diable ici. Confier son planning à un adulte, ok. Mais dire à un adolescent de 14 ans de gérer son emploi du temps, Je vois exactement où vous voulez en venir. il risque fort de s'en moquer et de remplir des colonnes entières de Fortnite en ignorant ses devoirs de maths. Comment on évite le chaos complet? C'est la préoccupation numéro 1 de tous les parents, et c'est parfaitement légitime. Mais il y a un malentendu sur ce que signifie l'autonomie ici. C'est pas juste donner une feuille blanche. Non, pas du tout. Donner de l'autonomie nécessite un encadrement fondé sur une méthode socratique. Le parent ne dicte pas le planning, mais il pose des questions aiguisées, sans jugement moral. Quel genre de question? Par exemple, face à un agenda rempli de jeux, le parent demande « Est-ce que le temps alloué à tes révisions reflète l'importance que tu accordes à ton passage dans la classe supérieure l'an prochain ?» Ah, c'est subtil. Ou alors, si tu ne passes que 20 minutes sur ce projet, quelles seront les conséquences sur ta note finale? Exactement. Le parent n'attaque jamais le désir de jouer. Il interroge simplement les mathématiques du temps disponible. L'enfant est confronté à la réalité physique du temps, quoi. C'est ça. Une heure passée devant un écran est une heure qui n'existe plus pour autre chose. Et pour répondre frontalement à la peur du chaos, oui, il y aura inévitablement des ratés. L'ado va sous-estimer le temps de ses devoirs la première semaine. Et il va avoir une mauvaise note ou être épuisé. Et c'est exactement ce qu'il faut. L'échec n'est pas une catastrophe, c'est une collecte de données vitales. Donc, on utilise cet échec naturel pour ajuster le planon de la semaine suivante. Avec l'enfant qui réalise de lui-même que son estimation était mauvaise, oui. Considérer la mauvaise note comme une donnée scientifique plutôt que comme une faille de l'autorité, ça enlève une pression immense. Complètement. Mais ça soulève une interrogation fondamentale. Quand l'enfant accepte de lâcher l'écran,
Que trouve-t-il dans le monde physique pour s'occuper? C'est la grande question. Il faut que la réalité offre quelque chose en retour. C'est là qu'intervient ce concept psychologique lourd, l'hypothèse de densité des besoins. C'est peut-être la clé de voûte de toute cette réflexion. Chaque être humain a 3 besoins psychologiques fondamentaux: la compétence, l'autonomie et l'appartenance sociale. Et cette hypothèse postule que les univers virtuels offrent une densité exceptionnelle de ces trois nutriments psychologiques. Souvent bien supérieure à ce qu'offre le monde moderne physique, oui. Analysons ça. Pourquoi un jeu vidéo offre une meilleure densité que la vie réelle aujourd'hui? Prenez le besoin de compétence. À l'école, un enfant reçoit des notes, parfois arbitraires, le retour est lent. Dans un jeu, la progression est claire, immédiate, il gagne des niveaux. Ensuite, l'autonomie. La vie d'un enfant est hyper structurée. On lui dit quand manger, quand dormir, quand aller au foot. Alors que dans un jeu, il est le maître absolu. Il choisit son avatar, sa stratégie. Et pour l'appartenance sociale? Les serveurs vocaux lui offrent une communauté disponible à la seconde, sans adultes pour surveiller la conversation, contrairement au parc où c'est compliqué de réunir tout le monde. Si le monde réel ressemble à un couloir rigide, c'est logique qu'il fuit vers un monde virtuel où il se sente libre et entouré. Tout à fait. Pour rivaliser avec ça, il faut réintroduire ces éléments dans la vie réelle. D'où la nécessité vitale de ce que l'auteur appelle le jeu improvisé. Pour moi, c'est un peu comme confier une immense caisse de Lego à des enfants, mais en jetant le manuel à la poubelle. J'aime beaucoup l'image. C'est le free jazz du développement infantile. Pas d'entraîneur pour hurler de faire une passe, pas d'arbitre. Dans cet espace vide de règles adultes, les enfants sont obligés de négocier, de créer leur propre structure. C'est là que l'autonomie et la compétence sociale se forgent le plus solidement. Le problème, c'est que ce free jazz ne survient plus spontanément aujourd'hui. Et non. Les agendas sont saturés. Il y a quelques décennies, il suffisait de dire « va jouer dehors jusqu'au dîner ». Aujourd'hui, il faut littéralement structurer l'imprévu dans l'agenda familial, c'est fou. Il faut sanctuariser des blocs de temps pour ne rien prévoir. Sinon, ça se fait engloutir par les devoirs ou les écrans. Et ça vaut aussi pour le besoin d'appartenance au sein de la famille à travers la création de rituels. Les repas en famille, par exemple, sans interférence technologique. Les études montrent que ça réduit les risques de dépression. L'œuvre propose aussi ce rituel dominical que je trouve brillant. Sanctuariser 3 heures d'activité commune chaque week-end, oui. Mais la subtilité, c'est que la responsabilité tourne chaque semaine. Un coup, c'est le petit dernier qui impose un jeu de société. La semaine suivante, c'est le parent qui prévoit une randonnée. Le parent délègue temporairement son autorité. Ça nourrit massivement le besoin d'autonomie et de compétence de l'enfant. Et la famille ne subit plus un dimanche ennuyeux, elle le construit. Ça crée une attraction si puissante que l'isolement devant l'écran devient moins attrayant. Pour synthétiser tout ça, il faut réaliser que la gestion des distractions n'est pas une guerre d'usure. C'est pas un rapport de force où le parent est le gendarme du Wi-Fi. Fondamentalement, c'est un projet collaboratif. On modifie l'ADN relationnel de la maison, on passe d'une posture anxieuse à la création intentionnelle de notre environnement. Si on prend un peu de recul, il y a une réflexion finale que j'aimerais soumettre à ceux qui nous écoutent. Je vous en prie. C'est une idée un peu que provocatrice. Au travail, on exige que le monde respecte notre temps de concentration, on met des casques anti-bruit, des statuts ne pas déranger, on considère notre attention comme sacrée. C'est très juste. Mais que se passerait-il si on commençait à traiter l'attention de nos enfants avec exactement le même niveau de respect? Waouh! Et si le simple fait d'honorer la profondeur de leur concentration, que ce soit pour de la géométrie ou pour construire une forteresse virtuelle, c'était le levier psychologique secret. C'est une inversion de perspective totale. Ça remet en question la structure même de l'autorité traditionnelle. Le levier pour transformer ces conflits chroniques en d'authentiques moments de complicité et de respect mutuel. Respecter profondément leur attention, c'est leur prouver par l'exemple que ce concept a de la valeur, pour qu'ils apprennent à respecter la nôtre. Une prise de conscience qui peut totalement redéfinir la dynamique familiale. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.